Madame, Monsieur, bonsoir. Merci encore d'être au rendez-vous de la première chaîne de télévision pour regarder ce programme, le vôtre d'ailleurs. Et comme vous l'attendiez, le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Paul Biya-Yamba, est bel et bien là. Il est l'invité de la grande interview. Alors, Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Et bonsoir. Bien, nous sommes très ravis que vous soyez là et merci encore aux plus hautes autorités de l'État qui ont bien voulu faire en sorte que vous soyez là ce soir pour éclairer, bien entendu, les lanternes des Gabonais, notamment sur les différentes attentes qu'ils ont formulées depuis le début, depuis que vous êtes là, Premier ministre, et peut-être même avant, quand vous étiez également membre du gouvernement, peut-être encore un peu moins en avant, quand vous étiez haut fonctionnaire de la République et occupant un certain nombre, bien entendu, de fonctions dans ce pays, avec, bien entendu, tout ce que vous avez pu faire dans les différentes institutions où vous avez été envoyé pour exercer, bien entendu, le talent que vous avez, permettez-moi de le dire comme ça. Monsieur le Premier ministre, vous avez assuré la transition politique au Gabon en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, puis vous avez été reconduit 2 fois à l'ère du président de la République, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Depuis lors, le gouvernement travaille sans relâche pour mettre en avant donc le programme de l'émergence. 2 ans après, Monsieur le Premier ministre, les attentes des Gabonais sont toujours nombreuses, aussi nombreuses que vous le savez très bien. Et certes, il est vrai que beaucoup de choses ont été faites, il faut le reconnaître, mais il n'en demeure pas moins, Monsieur le Premier ministre, que beaucoup reste encore à faire. Mais, Monsieur le Premier ministre, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous voudrions d'abord que le public fasse connaissance avec, bien entendu, celui qui est à la tête du gouvernement depuis un peu plus de 3 ans. Maintenant, nous allons découvrir le portrait de M. Paul Biya-Yamba dans ce reportage qui va suivre. Mon mandat, cet inspecteur général des finances entame sa carrière professionnelle à la Banque gabonaise de développement en qualité de directeur. Les services de la présidence de la République lui soupçonnent très vite des compétences en matière commerciale et industrielle. Paul Biya-Yamba entre donc au palais de la présidence en qualité de conseiller, puis de conseiller politique, avant les postes de directeur adjoint du cabinet du président de la République, Omar Bongo Ondimba. Pour faire face aux exigences de la conférence nationale, le premier gouvernement multipartite lui confie le ministère du Commerce, de la Consommation et du transfert des technologies. En marge de son mandat de député, puis de sénateur du Parti démocratique gabonais entre 1990 et maintenant, Paul Biya-Yamba dirige successivement les ministères du contrôle d'État, des petites et moyennes entreprises, du commerce en charge du NEPAD, puis de l'agriculture, avant de se voir confier depuis le 16 octobre 2009 la primature. Administrateur rigoureux, Paul Biya-Yamba administre par ailleurs plusieurs institutions nationales et internationales, telles le Comité interministériel de l'Afrique centrale pour les négociations avec l'Union européenne sur l'accord de partenariat économique. Dans un contexte politique difficile, né de l'arrivée au pouvoir de l'actuel chef de l'État Ali Bongo Ondimba, Paul Biya-Yamba porte le concept de l'émergence à bout de bras, en se révélant homme de terrain. À la vitesse des chantiers de développement, tels ceux de la Coupe d'Afrique des Nations de football, dont il préside le comité de pilotage, Paul Biya-Yamba implique tous les acteurs concernés. Le fondateur de l'ancien mouvement commun de développement, MCD, aujourd'hui membre du comité permanent du bureau politique et du comité de concertation du Parti démocratique gabonais, Paul Biya-Yamba s'est définitivement donné un statut politique tourné vers la solidarité et l'unité. Pour répondre au concept du partage lancé par le couple présidentiel, Paul Biya-Yamba s'invite régulièrement sur tous les fronts, sportifs, socio-culturels et économiques. C'est ce membre de la grande chancellerie des ordres nationaux, cet officier de la Légion d'honneur française et ce sémillant défenseur de la politique de l'émergence que la grande interview reçoit ce dimanche sur la première chaîne de télévision gabonaise. Voilà un invité que l'on dirait très plein, hein, vous me le démentirez, mais est-ce que vous avez quelque chose à redire par rapport justement à ce portrait qui vient d'être dressé? Oh non, il y a l'essentiel. Mais peut-être qu'avant de faire quelques commentaires, je voudrais
vous présenter des excuses à vous et aux téléspectateurs en rapport avec le timbre de ma voix, qui n'est pas le timbre habituel parce que je souffre un peu de la gorge et mal soigné d'une grippe et mes cordes vocales ont pris un petit coup, mais ça va aller. Je suis un traitement, donc je pense que ma voix serait très audible. Non, il y a l'essentiel dans le portrait que vous venez de tracer. Bon, bien sûr, on pouvait ajouter beaucoup de choses. Je ferai simplement une observation. J'étais ministre du Commerce avant la conférence nationale. J'ai été nommé au gouvernement le 29 août 1989. Et si vos souvenirs sont bons, avec l'actuel président, le président Ali Bongo Ondimba, il était nommé ministre des Affaires étrangères. Et moi, j'étais nommé ministre du Commerce. Donc, nous étions nommés le même jour avec Gustave Bongo. Et après la conférence nationale, j'ai fait partie du lot de ministres qui ont été remerciés. Et je suis allé à l'Assemblée nationale. Je suis l'un des rares députés qui existent maintenant élus à la 8e législature. Ils ne sont plus nombreux. Ceux qui avaient été élus en 90, il y a encore Guy Zoubandama, Paul Tungi, Mara Abila, Séraphin Mundunga, peut-être que j'en oublie, Indungu Berdabé, je pense que les vétérans de l'Assemblée, ceux qui étaient élus avec moi en 1990, députés. Et puis bon, je suis revenu au gouvernement et le reste est bon. Bien, merci Monsieur le Premier ministre. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me faire le devoir de vous présenter les journalistes que vous connaissez déjà en tant que premier responsable politico-administratif donc du pays, Yves Ghislain Mitumba. Avec lui, vous discuterez, je vais dire, des réformes initiées par le gouvernement. Ensuite, il y a Charles Obamondo à côté de lui. Avec Charles Obamondo, vous allez voir les grands chantiers du gouvernement. Là, on aura tous les grands chantiers, la Cannes et tout ce qu'il y a comme grand chantier à l'heure actuelle dans le pays. Romuald Kumba, lui, avec lui, vous parlerez de la santé et les grands chantiers également de la santé, puisque c'est un secteur, je sais, qui vous tient très à cœur, Monsieur le Premier ministre. Et je crois que vous dévoilerez aux Gabonais tout ce dont ils ont besoin en matière de santé publique. Et puis, il y aura Yves-Laurent Goma de RFI, que nous avons bien voulu inviter. Avec lui, vous discuterez donc de l'économie et, bien entendu, l'économie agricole également, qui fait partie d'un de vos chevaux de bataille, si ce n'est cheval de bataille donc, du gouvernement de la République. Et juste à côté de Yves-Laurent Goma, vous avez Snella Pambou. Avec lui, vous discuterez de tout ce qui est en matière d'habitat. Donc, l'habitat aussi qui est un gros morceau, puisque les Gabonais ont du mal à se loger. Donc, c'est ce parterre de journalistes avec lesquels, Monsieur le Premier ministre, vous allez vous entretenir ce soir. Mais avant, Monsieur Paul Biromba, en 2 ou 3 minutes, est-ce qu'on peut faire un bilan à mi-parcours? Quels sont les points saillants et palpables sur lesquels le gouvernement a appliqué une bonne partie de son énergie pour créer un déclic au sein de l'opinion publique? Bien, de manière franche, tête froide, je peux dire que le programme que j'ai présenté à l'Assemblée nationale et qui découle du projet de société présenté par le président Ali Bongo Ondimba en 2009, l'avenir en conscience, ce programme s'exécute correctement et même avec une légère avance. Le programme retenu, si j'évalue, j'ai par rapport à la prévision de réalisation aux alentours de 7,3, 7,5, y compris le logement. Y compris le logement. Si je sors le logement, je suis aux alentours de 17-18%. C'est le logement qui impacte beaucoup négativement la mise en œuvre du programme. Mais sur les autres aspects, notamment en ce qui concerne les infrastructures,
qu'il s'agisse des routes, qu'il s'agisse de l'électricité, qu'il s'agisse de l'eau, qu'il s'agisse des bâtiments, nous sommes dans le programme et même légèrement au-dessus. Qu'il s'agisse des investissements, c'est-à-dire du budget d'investissement, en valeur absolue, nous sommes passés d'un budget résiduel avant le budget d'investissement. Vous savez comment il se faisait? Bon, on prenait d'abord en compte toutes les dépenses, salaire, bourse, transfert, biens et services. Quand on a tout pris en compte, c'est ce qui restait, c'est-à-dire le résidu, c'est ça qui était affecté à l'investissement jusqu'en 2009. Donc un budget résiduel. Nous sommes passés à un budget volontariste. Nous avons décidé, le président de la République a donné des instructions, quelles que soient les circonstances, chaque année, nous devons dégager 40% du budget de l'État et le consacrer aux investissements. C'est ce que nous faisons pour le budget 2010, du budget 2011, du budget 2012. En valeur absolue, nous sommes passés d'un budget d'investissement qui tournait généralement en francs réels entre 175 et 200 milliards à aujourd'hui entre 700 et 850 milliards de francs. Donc on l'a multiplié par 4 ou alors par 3,8. Et c'est ce qui nous permet de soutenir les efforts que vous voyez, les travaux que vous voyez, les échangeurs qui se construisent, les barrages qu'on inaugure. À ce budget d'investissement endogène, c'est-à-dire l'argent du budget d'investissement, les impôts, n'est-ce pas, et quelques emprunts, il y a le capital étranger qui s'est ajouté, c'est-à-dire ce que les investisseurs privés apportent au Gabon, sans que cela ne coûte un franc à l'État. En 2011, on est aux alentours de 4,5 milliards de dollars d'investissements étrangers qui se traduisent par les travaux que vous voyez. Si vous allez à Mayumba, il y a des travaux qui se font sur le pont, sur la route. Si vous allez encore, vous voyez les travaux qui se font sur la zone économique. À Port-Gentil, à la zone franche, il va y avoir une grosse usine de pétrochimie qui se fait, c'est des investissements étrangers. Donc nous avons énormément fait en 2 ans. En 2 ans. Naturellement, le vrai problème est lequel? Là où on a des lacunes réelles, c'est dans le logement. Et je l'admets. Nous avons décidé, le président de la République, moi-même le gouvernement, d'attraper le taureau par les cornes. Et vous allez voir, d'ici 6 mois, vous aurez des surprises agréables. Nous avons perdu effectivement 2 ans pour des raisons, je dirais, fallacieuses. Problème de terrain, problème de propriété, lenteur administrative, personnel indisponible, personnel non recyclé. Bref, un ensemble de problèmes. Le mal est connu. Et pour moi, dès que le mal est connu, c'est déjà le début de la solution. Je sais où il faut taper aujourd'hui. Bien. Alors maintenant, oui. La vérité est laquelle? Les Gabonais ont raison d'exprimer, bien sûr, leur désarroi et leur détresse. Bien sûr. Parce que, naturellement, les besoins sont énormes. La population s'accroît, les villes grandissent, les quartiers nouveaux naissent, il y a de plus en plus besoin de routes carrossables en toute saison, de l'eau, l'électricité, parce que les besoins sont lourds. Ces besoins-là, et ils s'ajoutent tous les jours. Les besoins que nous avons aujourd'hui ne sont pas ceux que nous avions comptabilisés en 2009 lorsqu'on nous avons élaboré le programme. Ils se sont ajoutés et il faut les prendre en compte. Et c'est pour ça que les Gabonais naturellement expriment des besoins et ont l'impression que rien ne se fait. Non, quand vous regardez bien, il y a des choses qui se font, mais peut-être pas au rythme des besoins demandés. Donc, la solution est laquelle? La solution, c'est de maîtriser l'évolution des choses. Alors, nous allons revenir, Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas que je vous interromps, nous allons y revenir puisque, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a un certain nombre de préoccupations qui sont contenues justement dans ce débat de ce soir
C'est pour cela que je voudrais, si vous le voulez bien, Monsieur le Premier ministre, que Yves Mitumba s'entretienne avec vous sur ces besoins-là, et ils s'ajoutent tous les jours. Les besoins que nous avons aujourd'hui ne sont pas ceux que nous avions comptabilisés en 2009 lorsque nous avons élaboré le programme. Ils se sont ajoutés et il faut les prendre en compte. Et c'est pour ça que les Gabonais naturellement expriment des besoins et ont l'impression que rien ne se fait. Non, quand vous regardez bien, il y a des choses qui se font, mais peut-être pas au rythme des besoins demandés. Donc, la solution est laquelle? La solution, c'est de maîtriser l'évolution des choses. Alors, nous allons revenir, Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas que je vous interromps, nous allons y revenir puisque, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a un certain nombre de préoccupations qui sont contenues justement dans ce débat de ce soir. C'est pour cela que je voudrais, si vous le voulez bien, Monsieur le Premier ministre, que Yves Mitumba s'entretienne avec vous sur les réformes initiées par le gouvernement justement pour, si vous voulez, tracer la route qu'il faut afin de mieux concrétiser les projets en la matière. Yves? Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Mitumba. Alors, avant les réformes proprement dites, hein, on va quand même nous attarder sur le pôle communication, Monsieur le Premier ministre. Vous le savez, la présente émission se tient quelques jours seulement après la descente sur le terrain du président de la République. Récemment, le chef de l'État était donc sur les différentes artères de notre capitale pour évaluer l'impact de l'opération, libérer les trottoirs, mais aussi savoir comment les populations perçoivent cette mesure. Alors, il ressort notamment que de cette descente, que le gouvernement ne communique pas assez sur le bien fondé, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, que cela n'est pas souvent visible, de l'opération Libérer le trottoir, mais également de bien d'autres décisions prises en Conseil des ministres. Alors, Monsieur le Premier ministre, dites-nous, qu'est-ce qui aujourd'hui explique cette opacité du point de vue de la communication au sein de votre gouvernement? Est-ce que les membres du gouvernement seraient simplement des mauvais relais des décisions prises en Conseil des ministres? Non, pas du tout. Ils ne sont pas des mauvais relais. En revanche, et là vous avez raison, nous ne savons pas communiquer. Et moi en premier, je n'ai pas une formation de communicateur. Je peux même vous dire que j'ai été formé à l'inverse. Ne pas parler mais agir. J'ai été formé aussi bien au niveau paternel qu'au niveau professionnel. Je n'ai pas été formé à parler. J'ai été formé à agir. Dans ma culture chez moi, on m'a toujours enseigné qu'un sanglier ne dit jamais qu'il a de la graisse. Ce sont les autres qui doivent le dire. J'ai été formé comme ça. Ce sont les autres qui doivent dire que ça c'est bon, et ne pas parler. Et en tant que responsable du pays, j'ai été dans des postes où j'ai été astreint à la réserve. J'étais astreint au secret professionnel, donc à ne pas parler, mais agir de manière efficace, rapide. Maintenant, je me rends compte qu'il va falloir peut-être changer le fusil d'épaule. Il va falloir que je commence à parler aussi, parce que l'impression que tout cela donne auprès du public, c'est que le chef de l'État va trop vite pour vous, membre du gouvernement. L'impression, je dis bien. Oui, parce que, vous l'avez dit, on ne communique pas. Nous sommes totalement en phase avec le chef de l'État. Mais effectivement, nous n'avons pas nous ne savons pas. Mais certains disent même que le chef de l'État peut-être a une marge, a une forte propension sur vous au point que vous n'arrivez pas vous-même à communiquer parce que le président de la République fait déjà toute la com. Non, non, je peux vous dire même que celui qui nous pousse à communiquer, c'est le chef de l'État lui-même, qui nous dit il faut communiquer. Vous ne savez pas communiquer et il a raison. Nous faisons énormément de choses. Mais, bon, écoutez, je vous dis, maintenant, je sais ce qu'il faut faire. À partir de ce soir, communiquer. Voilà. Monsieur le Premier ministre, nous avons la chance de vous avoir ce soir, justement. Et les populations, comme le disait Mathieu Koumba, se posent beaucoup de questions. On va commencer par des réformes initiées il y a 2 ans déjà, hein, depuis que vous êtes en poste. On commence par l'audit de la fonction publique. Aujourd'hui, on n'a plus de traces, on n'a plus d'écho. Qu'en est-il exactement? Combien de fonctionnaires fantômes sont-ils aujourd'hui? Combien d'argent l'État a épargné à l'occasion de cette opération? Beaucoup de questions, Monsieur le Premier ministre. Oui, les questions sont justes.
nous avons lancé cet audit dès 2009 d'ailleurs. C'était l'une des premières opérations. Pour savoir, c'est une opération de comptage, hein, normale, simple, pour savoir en définitive combien d'agents d'État il y a pour justifier les masses salariales que nous payons dans le budget. En 2009, on était aux alentours de 350-400 milliards de soldes. Il faut bien savoir qui on paye. Bien, cette opération a été faite, le comptage a été fait et on a commencé le traitement, les analyses. Dans un premier temps, on avait dénombré de manière active entre 450, non pas 450, parce qu'on a 78 000 agents aujourd'hui. On a 78, on est aux alentours de 50 000 agents, donc entre 45 000 et 50 000 agents. Et puis on a affiné, donc ceux qui faisaient à peu près 20-25 000 agents pour lesquels on n'avait pas de renseignements précis. Donc on a affiné parce que le Gabonais, nous le connaissons, et souvent on est toujours en retard, on ne vient pas déposer les dossiers à temps, c'est valable là comme ailleurs. Bien, on n'a plus le temps parce qu'on ne voulait pas être brutal. On n'a plus le temps parce qu'on voulait être professionnel. On voulait que les chiffres soient précis. Bien. Évidemment, ce n'est peut-être pas très efficace, mais nous sommes un gouvernement du peuple, pour le peuple. Le gouvernement, c'est l'émanation du peuple. Nous ne pouvons pas décemment prendre comme ça des mesures qui peuvent aller, même involontairement, agresser les populations, même si nous voulons redresser. Donc, on a joué avec un peu la sociologie, en se disant, bon, ils viendront remplir les formalités. Et d'ailleurs, beaucoup sont venus de bonne foi, avec des raisons parfois un peu fallacieuses, du genre, je n'étais pas informé, le courrier n'est pas paru, enfin. Ce sont les choses habituelles que nous connaissons. Et on a affiné. En affinant, on est arrivé à 70 000 agents d'État, tous termes confondus. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près aux alentours de 78 000 agents de l'État qui sont répertoriés avec des numéros matricules et qu'on peut situer dans les différents services de l'administration. Il reste aujourd'hui, si mes souvenirs sont bons, 1 millier. 1 millier d'agents pour lesquels nous n'avons pas réellement de statut. Donc, je ne dirais pas que ce sont des fonctionnaires fantômes, mais je dirais que ce sont des fonctionnaires qui ne remplissent pas les conditions d'admission en solde. Et plusieurs de ces dossiers sont à la fonction publique. Donc je dirais entre 1000, un peu plus de 1000 agents aujourd'hui peuvent être considérés comme étant des agents non conformes. Monsieur le Premier ministre, l'on a également comme source que le guichet unique, qui était également annoncé tambour battant, ne fonctionne plus aujourd'hui. Pour quelles raisons? Vous savez, les guichets uniques ce sont des mesures de facilitation. Ce n'est pas des structures réellement pérennes. Et l'expérience que j'ai des guichets uniques n'est pas une très bonne expérience. J'ai eu un guichet unique quand j'étais ministre du Commerce au niveau de la PIP pour accélérer la constitution des entreprises. Je vous assure, c'est la quoi la bannière de faire fonctionner un guichet unique. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Non. À cause de ce que les administrations sont jalouses de leurs prérogatives. Un guichet unique, c'est quoi? C'est un bureau comme celui-ci, et on dit que les services qui doivent signer tel ou tel doivent se retrouver là. Et ils signent. Ça ne leur arrive pas. C'est ça le guichet unique. Ils se mettent tous ensemble et ils signent un document. Théoriquement, on doit gagner du temps puisque tout le monde est là. Mais, comme nos administrations sont, comme je disais tout à l'heure, jalouses, chacun, veut montrer qu'il est quelqu'un, facilement déroge aux directives qui ont été, ça crée des blocages. Je ne suis plus tellement chaud pour ce type de mesures. Quelle est la solution de rechange, Monsieur le Premier ministre? La solution de rechange, c'est d'avoir une administration efficace. Et comment? Une administration qui travaille avec des agents compétents, des agents conscients et bien formés. Mais parmi le millier, justement, le millier de personnes qui se trouvent hors du circuit de la fonction publique à l'heure actuelle, Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de faire peut-être un inventaire et voir quels sont les éléments qui peuvent contribuer justement à cette efficacité? Mais justement, je pense que le ministre de la fonction publique fait son travail et puis il regarde dans les dossiers. Tous ne sont peut-être pas mauvais ou malhonnêtes. Il se trouve seulement qu'ils ne remplissent pas les conditions. Plusieurs cas m'ont été soumis directement. Il y a des fonctionnaires
qui ont été admis à faire un stage vertical pour une durée de 2 ans. Ils étaient en A2, on les a envoyés faire un stage de 2 ans pour se spécialiser. Arrivés dans le pays d'accueil, plutôt que de faire ce stage, ils sont allés faire une maîtrise, un DEA, même un doctorat. Ils reviennent. Mais le ministre de la fonction publique doit dire, non, non, moi je ne vous ai pas envoyé faire ça. Je vous ai envoyé vous spécialiser. Si vous étiez infirmier d'État, vous spécialisez pour être infirmier maître, ou si vous étiez agent technique de tel pour être un spécialiste, je ne vous ai pas envoyé pour préparer un diplôme d'ingénieur ou un diplôme de doctorat. Donc c'est toute une autre procédure. Il y a plusieurs cas de ce genre. Et ceux-là se plaignent. Oui, j'ai ramené des diplômes et on ne veut pas que je travaille. C'est exact. Mais on ne l'a pas envoyé en France pour faire ça, ou au Canada. On l'a envoyé pour une spécialité dont le pays a besoin. Et il nous ramène un diplôme de formation générale. En réalité, on l'a perdu. Parce qu'entre-temps, on lui a payé son salaire. On lui a payé ses émoluments. À première vue, c'est bien. On a un diplômé, voire un ingénieur, etc. Mais dans le fond, nous n'avons pas satisfait nos besoins dans le domaine où il les exerce et pour lequel on avait besoin de spécialistes. Et ces dossiers-là sont là-bas nombreux. On va les traiter, ce sont des Gabonais qui sont en âge de travailler, qui ont maintenant des compétences. Il faut reprendre le dossier. On ne peut pas le remettre comme ça dans le circuit. Et ce travail, il se fait à la fonction publique correctement. Et bien sûr, comme a fait pour cela, vous voyez bien que nous mettons un accent très fort, le président de la République en tête, le gouvernement, sur la formation des agents de l'État. Ce qui justifie tous les partenariats que nous avons passés avec HEC, avec Singapour et avec d'autres partenaires, le Canada, l'ENA du Canada, parce que nous voulons donner à nos fonctionnaires, aux agents de l'État, une formation même différente de celle aujourd'hui. Aujourd'hui, le fonctionnaire est habitué à l'administration. Nous voulons de plus en plus que le fonctionnaire gabonais soit un manager. Il doit manager un service public avec, à la clé, le rendement, la productivité. Justement, Monsieur le Premier ministre, en termes de renforcement des capacités, les populations constatent qu'il y a un peu trop de séminaires et peu d'actions. Comment s'évaluent justement les conclusions des séminaires et autres ateliers qui se tiennent à flot ici, dans notre capitale, Monsieur le Premier ministre? J'ai lu et entendu cette critique, M. Mitumba. Elle n'est pas juste. Mais justement, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de séminaires, assez de colloques, assez de formations. Mais on y va pour se former. Évidemment, si vous y allez pour toucher des perdièmes, ça ne sert à rien. Mais si vous y allez vraiment pour apprendre, et on apprend tous les jours, mais vous améliorez votre expertise. Les séminaires sont utiles, c'est des cours de formation en réalité. C'est de la formation ou le perfectionnement. Et les techniques vont vite, les choses changent. Si vous restez avec les mêmes données qu'il y a 5 ans, vous êtes peut-être un peu à la marge. C'est pour ça que ces séminaires sont utiles. Mais je suis d'accord avec vous pour dire qu'il ne doit pas occulter l'exécution sur le terrain. Il faut faire les deux, former et exécuter, et bien exécuter pour avoir du rendement et satisfaire les besoins qui s'expriment. Il y a un système d'évaluation, Monsieur le Premier ministre, après des séminaires qui se tiennent ici et là? En principe, chaque chef de service, chaque directeur doit pouvoir évaluer ses agents. Et chaque ministre, bien sûr. Vous recevez ces rapports en tant que premier responsable de l'administration? Pas de manière permanente, mais de temps en temps, oui. De temps en temps, Monsieur le Premier ministre. Oui. Mais de temps en temps, vous trouvez que c'est normal, de temps en temps? Au lieu que ce soit immédiat? Ça dépend. Ce n'est peut-être pas une faute. Parce qu'il faut que ce soit nécessaire. Est-ce que c'est nécessaire que vraiment le ministre ou le directeur me dise, bon, il y a un séminaire de 3 jours qui a eu lieu à tel endroit, sur telle procédure, sur telle norme? Bon, est-ce qu'il faut informer le Premier ministre de cela? Il faut juger. Peut-être, peut-être pas. Mais lorsque c'est important, oui. C'est-à-dire les grandes mesures prises, les grandes réformes envisagées, parce que de toute façon, s'il y a des grandes réformes qui ont été retenues, ce ne sont que des recommandations. Pour les rendre concrètes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre des textes, soit de loi, soit des textes réglementaires. À ce moment, le Premier ministre est forcément tenu au courant, puisque c'est le chef de l'administration. Le Premier ministre, c'est le chef de l'administration. Et l'administration, c'est les lois, c'est les règlements. Donc, à ce niveau, c'est important. L'autre problème, Monsieur le Premier ministre, c'est que l'État dépense beaucoup d'argent, justement, en tenant ces séminaires et ateliers-là. Il est important d'avoir un retour juste par rapport à l'efficacité de ces séminaires. M. Mitumba,
Pour moi, tout ce qui concerne la formation, le perfectionnement est un investissement de rentabilité longue. C'est comme un enfant qui va à l'école, au CP1, ou même en maternelle. On investit sur lui. Vous-même, en tant que père de famille, vous investissez sur votre enfant qui va à l'école. La rentabilité, vous l'aurez peut-être 20 ans après. Donc, ce n'est pas de l'argent gaspillé. Moi, tout ce qui touche à l'argent, pour moi, c'est de l'investissement. Mais maintenant, il faut bien investir. Voilà. Voilà. Monsieur le Premier ministre, un peu de pédagogie, et Mathieu le disait tout à l'heure. On le sait, candidat à l'élection présidentielle, le chef de l'État avait promis donc l'élévation du revenu minimum mensuel à 150 000 francs CFA. Il y a eu une confusion dans la tête des Gabonais entre ce revenu minimum mensuel et le SMIC. Alors, dites-nous, Monsieur le Premier ministre, SMIC et revenu minimum mensuel, qu'est-ce que c'est exactement et qui en a droit? J'ai demandé à l'un de vos collègues, j'avais réuni les syndicats à l'immeuble à Rambo, fin 2009. Et les syndicats ont dit ce que vous dites là. Monsieur le Premier ministre, vous reculez, le président de la République, son excellence Ali Bongo Ondimba, a dit SMIG à 150 000. Et c'est la question que j'ai posée. J'ai dit, bon, allez chercher. Je suppose que les journalistes ont enregistré tous les discours du candidat Ali Bongo Ondimba pendant la campagne. Je suppose que les journalistes ont enregistré les premiers discours du président Ali Bongo Ondimba après son investiture. Dans tous les cas, il y a son projet de société, l'avenir en confiance, qui est disponible, qui a été édité et lu. Ramenez-moi le bout de phrase, la page sur laquelle on dit le SMIG à 150 000 francs. Jusqu'à présent, personne ne me l'a ramené. Le président de la République n'a jamais dit ça. Il a parlé du revenu minimum. Le revenu, c'est tout ce qui vous pouvez avoir, salaire, subvention, dans le mois. C'est ça. Ce n'est pas le SMIC. Le SMIC au Gabon est toujours à 83 000 francs CFA. On ne l'a pas changé depuis. C'est le revenu. Ça veut dire qu'en plus du SMIC, il faut d'autres indemnités pour qu'aucun Gabonais, à la fin du mois, n'ait dans sa feuille de paye moins de 150, sauf s'il a pris les acomptes entre-temps. S'il a pris la quinzaine, le 15, etc., naturellement, ça va être 150 000 moins ce qu'il a pris au 15. Mais c'est ça qu'il a dit, et c'est ce qui est fait. Ça concerne qui, Monsieur le Premier ministre? Tout le monde. Le revenu, tout le monde. Tous ceux qui travaillent en République gabonaise. Tous ceux qui travaillent... Privé, fonction publique. Pareil. Ça concerne aussi les femmes, les techniciennes de surface qui sont employées individuellement par dans les ménages. Mais si ce n'est pas fait, normalement, l'inspection du travail devrait aller regarder qu'est-ce qui se fait, puisque ça veut dire que vous ne déclarez pas votre personnel. Si vous avez une ménagère à la maison, vous avez 150 000 francs comme revenu minimum, et elle aussi, elle doit avoir 150 000 francs. Mais pourquoi vous avez 150 000, vous allez aller recruter quelqu'un de 150 000? Mais puisqu'on a dit que... Là, vous vivez au-dessus de vos moyens. Je vous le déconseille. Il ne faut jamais vivre au-dessus de ses moyens. Mais non, mais c'est la réalité. La ménagère aussi a besoin d'être considérée dans le RMI. Enfin, comment on l'appelle? Oui, le RMI. Donc, il faut faire la politique de ses moyens. Si vous avez 150 000 francs par mois, ben, ma foi, vous ne recrutez personne parce que vous ne pouvez pas payer quelqu'un au minimum requis. Et si vous ne payez pas quelqu'un au minimum requis, vous vous situez dans l'illégalité. Normalement, les services du ministère du Travail, je note cela, je vais demander au ministère du Travail d'aller jeter un coup d'œil dans les peut-être chez vous aussi, voir combien vous payez votre ménagère. Monsieur le Premier ministre, la mesure de la journée continue nous intéresse également. Beaucoup d'observateurs estiment que cette décision a montré ses limites, que la journée continue n'a pas montré l'efficacité escomptée. Aujourd'hui, on estime que c'est une journée qui a été prise dans la précipitation au point qu'elle n'est pas efficace. Votre commentaire, Monsieur le ministre? Qu'est-ce qui vous surprend dans cette analyse? Vous avez déjà vu au monde une mesure qui fait l'unanimité de tout le monde?
Non, c'est pas ça, Monsieur le Premier ministre. Il y avait des orientations. Oui. Voilà, allez-y. Les orientations avaient été données par le gouvernement. Oui. 7h30, 15h30, et puis s'occuper à une activité qui pourrait être rentable pour les Gabonais, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre. Écoutez, moi je ne sais pas, je ne connais pas vos sources d'information. Je les respecte. C'est les Gabonais, Monsieur le Premier ministre. Mais oui, les Gabonais, c'est qui les Gabonais? Moi aussi, je suis Gabonais. Est-ce que, je vous ai dit ça? Moi aussi, je suis Gabonais, non? Oui. Est-ce que je vous ai dit ce que vous dites là? Est-ce que les Gabonais qui sont derrière vous là vous ont dit? Non, peut-être pas eux, Monsieur le Premier ministre. À un certain niveau, Monsieur le Premier ministre, on va recueillir des informations pour... sachant qu'on vous accueille aujourd'hui à la grande interview, on a fait le travail qu'il fallait pour vous mettre la puce à l'oreille. Je vous comprends. Oui. C'est pour cela que je vous ai dit qu'on ne peut pas avoir au monde une mesure de réforme qui fait l'unanimité. Ça n'existe pas. Vous avez rencontré des Gabonais qui probablement ne sont pas satisfaits de cette mesure. Mais je suis persuadé, M. Mitumba, qu'il y a des centaines et des centaines de Gabonais, des milliers de Gabonais qui sont satisfaits de cela. Moi, les informations que j'ai ne sont pas celles que vous avez. Moi, je respecte vos sources. Mais je vous dis, c'est dommage qu'on n'a pas d'institut de sondage. Si on en avait réellement, le radio-trottoir c'est bien, mais il ne touche pas tout le monde. Prenons l'échantillon. Si vous voulez, on va essayer. On prend l'échantillon de 1000, 1500 personnes, on va leur poser la question. Moi, je suis sûr que vous serez surpris de la réponse. Mais je ne suis pas aussi affirmatif que vous, parce que moi, je n'ai pas fait de sondage. Mais, je vous dis, ce n'est pas les informations que moi j'ai. Certains désertent les bureaux, selon ce qui nous parvient, avant l'heure de la pause, pour aller chercher les enfants à l'école et chercher à rattraper les deux bouts. C'est ça le critère. Il y a, parmi les critères... Mais il désertait déjà le bureau avant, quand on faisait 8 ans, c'était théoriquement 8h midi et 15h, 18h. Il les désertait déjà. Monsieur le Premier ministre... Donc, c'est pas ça le critère, Monsieur Mitouba. C'est l'un des points. Comment mesurez-vous l'efficacité, justement, des fonctionnaires gabonais qui sont là-dedans? Moi, je suis sûr que si cette mesure n'avait pas été bonne, les syndicats auraient réagi violemment. Il y a des syndicats très puissants dans ce pays, aussi bien dans le privé que dans l'administration. Les syndicats, moi je les rencontre régulièrement, nous venons de signer la charte du dialogue social. Les syndicats ne posent pas ce problème. Et quand même, les syndicats sont quand même des lieux, je dirais, autorisés pour transmettre l'état d'esprit des travailleurs. Les syndicats ne me posent pas ce problème. Mais, Monsieur le Premier ministre, excusez-moi. Aucune centrale syndicale n'est venue poser ce problème en 2 ans. Et moi, il n'y a pas meilleure indication, mais le meilleur baromètre que les syndicats. Si les syndicats viennent poser, ça veut dire que c'est les représentants des travailleurs. Ils n'ont pas posé ce problème. Donc pour moi, je considère que c'est vrai, il doit y avoir des Gabonais qui ne sont pas contents de ça. Je vous le concède. Ils sont combien? À mon avis, ce n'est pas la majorité. Et moi, je travaille avec la majorité. Voilà. Peut-être une dernière question? Oui, non, mais je voudrais, Monsieur le Premier ministre me le permettra, je voudrais quand même insister pour dire que le matin, quand vous circulez, parce que moi je vous vois sortir de Bikele, parfois vous abstenez même de prendre les motards, et vous êtes soumis à la dure réalité justement de ces bouchons qu'il y a dans la capitale gabonaise. Monsieur le Premier ministre, à 7h30, est-ce qu'un agent qui habite par exemple Bikele, pour partir de chez lui jusqu'à, disons, à la primature, pourrait-il arriver à l'heure? Et quel sera son rendement, sachant qu'il doit aller chercher son fils, ainsi de suite, les transports étant assez compliqués dans le pays? Monsieur Koumba, effectivement, le problème des transports au Gabon est un vrai problème. Et il se pose de manière multiple. Il n'y a pas une seule raison. Il y a le problème des routes qui ne sont pas suffisantes et qui sont étroites, engorgées. Il y a le problème d'insuffisance de moyens de transport. Il y a le problème de la ville qui est très étendue. Libreville, c'est une grande ville, très très grande ville. Vous savez, ici, on ne construit pas en hauteur, chacun veut avoir sa maison et la ville est très grande, très 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 grande.
Donc ce qui fait que les distances sont très longues entre les domiciles et les lieux de travail. On peut parcourir facilement 10-12 km à cause de la géographie de la ville. C'est un vrai problème et que nous essayons de résoudre. Nous avons des projets importants que le chef de l'État a arrêtés et que nous étudions aujourd'hui pour faciliter le transport au Gabon. Des projets lourds qui touchent justement aux routes à faire, aux moyens de transport qu'il faut trouver, en plus bien sûr des autocars. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à d'autres moyens de transport, même jusqu'au tram, jusqu'au train. Nous réfléchissons à ça. Nous réfléchissons. Et la ville s'agrandit de plus en plus. Vous allez, on va déjà jusqu'en Coq. Dans 5 ans, ce sera pratiquement la même zone. Nous devons réfléchir à ça. Bon, évidemment, ce problème de transport, effectivement, pénalise les travailleurs qui vont au travail le matin. Mais, monsieur Koumba, le travail, avant le changement d'horaire, c'était théoriquement de 8h à midi. On avait les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Quand c'était 8h, ben, vous m'aurez dit, est-ce que le monsieur a le temps de venir? Mais aujourd'hui, c'est 7h30. Mais en revanche, il sort à 15h30. Ça veut dire qu'il a plus de temps de rentrer chez lui, de se reposer, de dormir beaucoup plus tôt, 2-3 heures plus tôt, et naturellement de se réveiller beaucoup plus tôt. Ceci compense cela. Il commence à 7h30, ça veut dire qu'il se réveille à 5h30. Mais il termine à 15h30, ça veut dire que normalement, sauf qu'il ne va pas dans d'autres endroits, il doit être au lit aux alentours de 21h, 22h. Et pouvoir récupérer la journée. Donc ça se compense. Vous comprenez? Donc le problème du transport n'ajoute rien à cela. Que le travail commence à 8h pour se terminer à midi, reprendre à 15h pour se terminer à 18h, il y a le problème du transport, et même doublement. Doublement, monsieur Koumba. Parce que le travailleur était obligé d'arrêter à midi et revenir chez lui, enfin, certains d'entre eux, et repartir. Donc il était confronté au problème du transport 4 fois dans la journée. 2 allers-retours. Aujourd'hui, il n'est confronté au problème du transport que 2 fois dans la journée. Un aller-retour. Donc on a allégé, monsieur, on a allégé la charge en ce qui concerne le transport. Maintenant, c'est pas tout. Et là, je suis d'accord avec vous, il faut absolument que nous réglions progressivement et rapidement le problème des transports au Gabon et principalement dans les grandes villes. C'est l'effort que nous voulons le faire. Vous avez vu tout dernièrement, lors de la tournée que le chef de l'État a effectuée à l'estuaire, le président Ali Bongo dans la conférence a indiqué une restructuration de la société Sogatra pour permettre aux Gabonais d'avoir un outil de transport plus adapté. On peut créer une deuxième société, une troisième, non? Nous n'avons pas encore... en essayant d'amoceler les zones, par exemple. Non, l'étude est lancée, monsieur Koumba. C'est des problèmes très sérieux. Il ne faut pas se précipiter. Il faut qu'on réfléchisse et puis qu'on propose quelque chose aux Gabonais, quelque chose de concret qui marche. Monsieur le Premier ministre, comment vous faites-vous de Bikele à Libreville pour être toujours à l'heure, malgré les bouchons qui existent? Le Premier ministre a les motards. Je vais vous dire. Je vous chahute un peu, monsieur. Je vais vous dire. C'est pas un secret, c'est une petite confidence. Monsieur le Premier ministre. Moi, je suis entré à l'école, j'avais 5 ans, mais j'étais interne à la cathédrale Sainte-Marie. Vous voyez la cathédrale Sainte-Marie? J'étais interne. Et tous les jours, on se réveillait à 5h45. Et je suis resté là jusqu'au CM2, puis aller en CM, etc. Alors ça m'est resté. Tous les jours, je me réveille à 5h45. Qu'il pleuve ou qu'il vente. Si je suis au lit jusqu'à 6h, c'est que je suis un peu fatigué. Donc je me réveille tous les jours à 5h45. Je fais ma marche. Et puis je vais au travail. Voilà. Une dernière question, monsieur le Premier ministre, sur les mesures prises depuis que vous êtes à la tête de la primature. C'est la fermeture des bars dès 22h. Là aussi, une mesure qui semble s'essouffler. Personne ne respecte plus cette mesure de 22h. Les bars sont ouverts à plus de 24 heures. Dites-nous, à l'origine, quand la mesure est prise, c'est pour quel résultat exactement, monsieur le Premier ministre? Et aujourd'hui, avec cet essoufflement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Eh bien, écoutez, j'appelle ça de la gabonite. C'est de la gabonite. Les lois qui
dispose de la fermeture des bars à 22 heures. Les bars qui n'ont pas de patente adaptée existent depuis 1963. Depuis 1963. Tout comme les lois qui demandent à chaque Gabonais d'avoir un recul d'au moins 15 mètres dans la route, ou d'au moins 5 mètres, existent depuis 1963. Vous les avez toutes découvertes dans l'Union, la fois dernière, dans Gabon Matin. Vous avez vu que c'est depuis 1963. Eh bien, ceux qui nous ont précédés, nos pères qui géraient ce pays, c'était des gens sages. Ils ont eu raison de dire qu'à 22 heures, il faut fermer les bars. Et cette loi n'a jamais été abrogée. Nous l'avons mis en route. Effectivement, ça a fonctionné depuis un certain temps. Bon, on revient. Mais nous allons la remettre sur le chantier demain. Il ne faudrait pas venir nous dire que voilà, on jette. Mais la loi est là. Et nul n'est censé ignorer la loi. Il faut respecter les lois. C'est pour cela que j'invite les Gabonais à respecter les lois, surtout lorsqu'ils sont au courant des dispositions de la loi. La loi existe, nous l'appliquerons parce qu'effectivement, il n'est pas normal qu'un bistrot qui n'a pas payé la patente qu'il faut, qui n'est pas une boîte de nuit, qui n'est pas un hôtel, qui n'est pas, je sais pas, un snack bar, que ce bistrot reste ouvert au-delà de 22 heures parce qu'il fait de la concurrence déloyale à celui qui a payé une patente adaptée. Il fait une concurrence déloyale, c'est pas bon. Il ne respecte pas les lois de la République. Tiens. Et par-dessus le marché, certains de ces bistrots sont situés dans des endroits qu'il ne faut pas, à côté des écoles, à côté des dispensaires, à côté des hôpitaux. Un hôpital, il faut le respecter. Dans l'hôpital, il y a des gens qui souffrent. Il ne faut pas qu'il y ait un bar à côté. Vous comprenez? Donc, vous à côté des écoles. Mais ne vous en faites pas, nous allons l'appliquer. Nous allons la réappliquer. À court, moyen terme? Je vais interroger le ministre de l'Intérieur sur cette question et puis nous verrons le moment venu ce qu'on va faire. Mais ça va se faire. Faites-moi confiance. Merci, Monsieur le Premier ministre. Bien, Monsieur le Premier ministre, nous allons à présent entamer les grands chantiers du gouvernement avec Charles Bamondo. Mais avant, Monsieur le Premier ministre, si moi je vous demandais en tant qu'interrogateur de noter la fonction publique de quelle échelle, en allant d'une échelle de 1 à 3, que nous diriez-vous? Mais 1 à 3 c'est court, hein? Parce que si vous avez 1, vous avez un tiers. C'est déjà beaucoup, un tiers. Bien. Pour le moment, très franchement, et c'est le chef de l'administration gabonaise qui parle, l'administration gabonaise n'a pas la moyenne, globalement. Pourquoi? Ben parce qu'il y a plusieurs travers là-dedans. Il y a des services qui ne se justifient plus. Et il y a des procédures qui ne se justifient plus. Dans certains services, vous avez des procédures de 1960. En 1960, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas ça. Vous comprenez? Donc, il y a des agents qui n'ont plus la formation requise, qui ne sont plus adaptés. Il y a un ensemble de mots. Et puis, il y a aussi, bon, il faut être totalement juste, il ne faut pas se jeter le tort aux autres. Il y a aussi que nous, au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, nous n'avons pas su adapter les structures. Il y a des fonctionnaires qui travaillent dans des conditions difficiles, où les bureaux sont à l'étroit, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas de toilette. Ça existe. Et c'est pour ça qu'il faut remédier à ces situations-là, mettre à la disposition des fonctionnaires des moyens de travail de plus en plus adéquats. C'est incontournable. Et d'ailleurs, ça va nous permettre d'être plus exigeants vis-à-vis d'eux. Parce qu'il faut naturellement qu'il y ait à la sortie du rendement. Donc, toutes ces raisons mélangées font que l'administration gabonaise aujourd'hui nous pose des problèmes et c'est cela qui se traduit par les mauvaises notations qu'on a dans certaines agences de notation. Tout est à refaire là, hein, je pense. Beaucoup à faire. Peut-être pas tout. Il y a quand même un sous-bassement. Nous avons déjà la chance d'avoir une administration. Il y a des pays qui n'en ont pas. Nous avons une administration, nous avons quelque chose, nous avons un outil, nous avons maintenant cet outil-là, il faut l'améliorer. Nous avons une autoroute, cette autoroute, il faut l'améliorer. Le fait d'avoir une administration, je vous dis, c'est important. Maintenant, il faut qu'elle soit apte à répondre de manière rapide, en temps et en heure, aux exigences du moment. Et c'est le travail de tous les jours.
Bien, Monsieur le Premier ministre, on va voir déjà ce que l'administration fait, l'administration dont vous êtes le patron, ce qu'il fait déjà en matière de grands chantiers du gouvernement. Vous nous avez ébauché quelques projets qui sont déjà palpables et qui ont créé certainement un déclic auprès de l'opinion publique. Alors cette fois-ci, on va voir un peu les grands projets du gouvernement et ce sera avec Charles Obamondo. Bonsoir Mathieu, bonsoir Monsieur le Premier ministre. Parmi les grands chantiers, les chantiers les plus imminents, il y a la CAN. Alors, le dernier Conseil des ministres, pas mal de décisions, des changements intervenus à la tête du COCAN. Le chef de l'État qui somme la reprise du championnat national pour accélérer la mise en jambe du 11 national. À votre niveau, par rapport à tout ce climat autour de l'équipe nationale, quelle appréciation faites-vous de la préparation de notre équipe pour mieux affronter cette CAN 2012? C'est un sujet préoccupant. En tout cas, il me préoccupe. Parce que, voyez-vous, d'un côté, le président de la République et le gouvernement avec lui font de grands efforts pour doter le pays d'infrastructures acceptables, convenables. Que ce soit ici à Libreville, à Port-Gentil, à Franceville, à Mwanda, à Ngoni, à Bongoville, nous allons bénéficier de bonnes infrastructures. Seulement, il faut rentabiliser ces infrastructures. On va en parler, monsieur le ministre. Bien. Et d'abord, ça commence par de belles prestations de notre équipe. Or, effectivement, notre équipe, j'entends des commentaires, etc., elle pose problème un peu. Un petit problème, il faut qu'on s'en préoccupe. Et à la clé, à la sol, ou bien en dessous de ça, le championnat national. Le championnat national est, pour moi, incontournable, indispensable. Parce que c'est au cours du championnat que les joueurs peuvent, n'est-ce pas, s'améliorer. Avoir beaucoup de ballons dans les jambes, avoir beaucoup de souffle, avoir beaucoup d'expertise. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ce championnat s'arrête. Il faut même qu'il soit dopé, promu, pour que les joueurs, n'est-ce pas, puissent, lors de la CAN, pouvoir rencontrer les autres avec beaucoup de chance de l'emporter. Nous nous préoccupons de ça, M. Charles Obamondo, c'est vrai. Nous allons, et le président l'a dit lors du dernier Conseil des ministres, a pris des mesures pour que, le championnat ne s'arrête pas, mais aussi pour que l'équipe nationale s'entraîne dans des conditions convenables. C'est un sacrifice. Et nous faisons ce sacrifice. Regardez dans le budget de l'État, le budget 2012, la part que nous réservons à la CAN et à l'équipe nationale. C'est des sommes importantes. J'espère que le Parlement gabonais va nous approuver et voter le budget 2012 tel que nous l'avons présenté, peut-être faire quelques amendements utiles et positifs. Mais le fait que nous ayons mis dans le budget de l'État, le budget de la nation, des sommes considérables pour permettre à notre équipe des Panthères, pour permettre au championnat de se dérouler normalement, prouve que la détermination que nous avons au niveau de l'État, au niveau du chef de l'État, au niveau du gouvernement. Monsieur le Premier ministre a réaménagé certainement aussi les conditions d'accès au stade. Les derniers tests ont montré que les Gabonais sont arrivés en retard au stade, soit quand ils sont partis du stade, ils sont arrivés à Libreville, il fait déjà pratiquement 3 heures du matin. Qu'est-ce qui va être fait pour faciliter l'accès des Gabonais au stade, et surtout au stade d'Ambodji? Tout ça s'inscrit dans le cadre de la question que M. Mathieu Koumba posait tout à l'heure, le problème du transport. C'est un problème de transport. Donc il faut en train d'étudier un plan de transport, l'amener des spectateurs au stade et le reflux des spectateurs. Effectivement, les 2 matchs qui ont été joués ont posé des problèmes. Dieu merci. Parce qu'au moins, on a pu tester ça avant la CAN. Si c'était mauvais, que ce soit pendant la CAN, qu'on s'en aperçoive. On a encore comme 2 mois pour corriger le tir. Nous devons le faire. Mais si vous allez du côté de la route du Cap Pesterias, moi j'ai été là-bas hier en début d'après-midi pour voir comment avancent les travaux. Vous verrez que la société Colas a commencé à travailler la route. Une bretelle sera bitumée à partir du pont jusqu'à l'entrée, pour oui. faire la jonction avec... Voilà. J'étais hier, j'ai vu ce qui s'est fait. J'espère qu'ils seront
qui auront terminé bien avant, ça va déjà alléger. Peut-être qu'il faudra percer l'autoroute pour sortir. Il restera le problème maintenant global d'arriver au stade parce que pour le moment il n'y a qu'une seule voie à partir de l'aéroport. Même avant au lycée Léon Ngonjou, il y a déjà l'embouteillage. C'est pour cela que nous avons décidé de faire une autoroute qui va contourner l'aéroport de Libreville à partir du camp de Gaulle pour sortir à Okala et aller directement vers Angonzé, le stade. Il faut multiplier les voies. Tout cela sera prêt, cette route sera prête? Non. Cette route, elle est déjà en cours. La société Sokoba, qui est adjudicataire, est sur le terrain. D'accord. On va maintenant essayer la route. Peut-être que celle-là ne pourrait pas être totalement prête pour la Cannes, mais ça va quand même entamer. En revanche, celle dont je vous parle, que j'ai visitée hier, que fait Sokoba, Colas, elle devrait être prête. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez déjà pratiquement abordé, cette question, la question en rapport avec le retour d'investissement. Selon nos sources, la Cannes, c'est à peu près 370 millions d'euros. C'est beaucoup. Comment allez-vous récupérer tout cela? Quel va être l'impact d'abord au plan économique? Est-ce que le Gabon, l'État, a quelque chose à récupérer dans cet investissement assez lourd? D'abord l'impact, mais ça fait partie des grands travaux. Les grands travaux dans un pays ont toujours un impact plutôt positif. Ça crée de l'emploi aux uns aux autres, ça crée de l'argent, ça donne un pouvoir d'achat. Les gens qui travaillent achètent chez des commerçants dont le pays fonctionne. Le pays fonctionne globalement. Toute politique de grands travaux amène un plus dans un pays. Et le Gabon n'échappe pas à cela. D'ailleurs, ma préoccupation, aujourd'hui, ou l'une de mes préoccupations, c'est de réfléchir pour comment maintenir le niveau d'activité d'avant Cannes, après la Cannes. Ça, c'est le grand problème auquel je dois réfléchir avec le gouvernement de la République. Parce qu'il ne faut pas que ça tombe. Nous avons connu ça à l'OIA. Peut-être vous étiez trop jeune à l'époque. En 77. En 77, j'étais directeur à BGD. Donc j'ai bien vu ce qui s'est passé après l'OUA qui avait eu lieu en juillet 1977. Après, ça fait une chute. Il faut éviter ça. Il ne faut pas qu'on reproduise le même schéma. C'est pour ça que quand vous regardez le budget 2012, il y a un niveau suffisant d'investissement, surtout dans les infrastructures, qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'entretenir, de maintenir l'activité économique. Du reste, pour 2012, nous tablons sur un taux de croissance aux alentours de 6%, entre 5 et 6%. Ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas rien non plus. C'est pas rien non plus. Bien. Donc, c'est ça, apporter ça au Gabon. Il y a de l'activité économique. Monsieur Obamando, je le redis. Lorsque le président Ali Bongo Ondimba arrive à la tête du pays en octobre, le 16 octobre 2009, et qui me fait l'honneur de me reconduire au poste de Premier ministre, nous sommes à moins 1,8 de taux de croissance. C'est un taux de croissance négatif. Il faut bien le noter. Aujourd'hui, nous sommes entre 5,5, ici ça dépend des notations. Ça veut dire que nous avons gagné 5,5 plus 1,9. C'est-à-dire on a gagné 7 points de croissance. Mais Monsieur le Premier C'est ministre, important ça. Bien. Donc pourquoi? Parce qu'il y a eu ces travaux-là. Parce qu'il y a eu tous ces travaux, plus l'investissement étranger dont j'ai parlé rapidement peut-être tout à l'heure, mais c'est ça. Mais Monsieur le Premier ministre, c'est surtout au plan financier, vous l'avez dit. Après la Cannes, on sait déjà que certaines structures hôtelières qui étaient déjà assez déficitaires, prenons le cas de le Kony Palace, qui fait partie quand même des fleurons de notre système hôtelier et qui va certainement beaucoup aider à peut-être contribuer dans le confort au niveau de la Cannes. Mais après la Cannes, on ne pense pas franchement que cet hôtel puisse être rentable et même au niveau du stade d'Angonjé, il est prévu, je pense, une structure interne, une structure hôtelière. Alors comment rentabiliser des structures de cette nature après la Cannes? je vais compléter, si vous permettez, Monsieur le Premier ministre. Je pense que la question de M. Charles Obamando est très intéressante dans la mesure où les réflexions que vous émettez, surtout sur le plan économique, doivent permettre aux Gabonais de savoir que, par exemple, les structures hôtelières vont bénéficier de l'arrivée des investisseurs
dans tel domaine, dans par exemple le domaine hôtelier, etc., etc., pour, bien entendu, préciser et maintenir cette même croissance. Bien, c'est parce que là, on va maintenant se situer sur le plan de la macroéconomie. Là, vous faites une fixation uniquement sur le thème de l'économie. Ce n'est qu'un exemple, monsieur le Premier ministre. D'accord. Mais rappelez-vous, lorsque le chef de l'État était à l'étape du Haut-Togoé, à Franceville, il a fait un certain nombre d'annonces économiques dans la province. En particulier, qu'on va lancer un vaste champ, une vaste plantation industrielle entre Franceville et Bongoville. Vous avez oublié cela, entre autres. Sans compter les autres activités économiques qui vont se développer dans la région, le bois, l'agriculture. Mais cette vaste qui va commencer d'un moment à l'autre va bien sûr recruter des personnes, mais va aussi amener dans la zone de Franceville plusieurs visiteurs, plusieurs touristes, des spécialistes de ceci, des spécialistes en machines, etc., etc. Il y aura de l'activité dans cette province-là, dans le Haut-Togoé, dans l'agriculture, dans les mines. Nous allons construire prochainement une école des mines dans la région du Haut-Togoé, même si elle a été un peu décalée du côté de Mwanda. Mais il reste qu'il y a beaucoup de spécialistes des mines qui vont aller dans cette province. Il y a dans la province du Haut-Togoé un ensemble de projets économiques à court et moyen terme qui vont être conduits et qui vont nécessiter que des gens viennent à Franceville occuper des chambres dans les hôtels de la place, à l'Éconie ou au Poubara ou ailleurs. Vous comprenez? Donc, ça c'est un bout. Et puis, il faut ajouter d'autres bouts. Le plus souvent, lors de ce type de compétition, on évalue quand même l'impact, comme nous sommes dans le domaine hôtelier, mais l'impact touristique. Est-ce qu'on a quand même une idée de combien de touristes le Gabon pourrait éventuellement accueillir au cours de cette compétition? Bon, nous pouvons, sans avoir un chiffre précis, mais nous pouvons quand même regarder ce qui s'est passé tout dernièrement en Angola. Vous regardez ce qui se fait dans d'autres pays, au Mali, etc. On note quand même qu'il y a un afflux important de touristes, de journalistes. Il y en aura plusieurs au Gabon, des spectateurs qui viennent. Vous donnez un chiffre, je ne peux pas vous le donner. Bon, je vais interroger les services du ministère du Tourisme s'ils l'ont fait. Mais quand même, on observe ce qui se fait dans les C'est pour autres mieux pays. se préparer, finalement, en fait. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, notre capacité hôtelière est insuffisante par rapport aux chiffres dont on parle. Notre capacité d'accueil est hôtelière. Le cahier des charges avec la CAF, oui, c'est-à-dire loger les joueurs, loger les équipes, les entraîneurs, les arbitres, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Mais loger le gros des spectateurs, nous avons quand même un souci à ce niveau. On a même pensé à des bateaux hôtels. On a même pensé à des bateaux hôtels. Ça veut dire qu'il y aura énormément de touristes qui viendront suivre les matchs ici, ou à Lille, ou à Franceville, ou à Bata. Il y aura énormément de touristes ici. Bien. Monsieur le Premier ministre, la question c'est parce que nous sommes à quelques encablures, il nous reste quelques semaines par rapport à la compétition. Est-ce que cette réflexion-là va certainement avoir des résultats, ça va être concrétisé, les bateaux hôtels, est-ce que c'est réalisable? Qu'est-ce qui va être fait très rapidement avant le démarrage de la CAN? Pour essayer de régler ce problème. Le COCAN est en train de travailler de manière professionnelle là-dessus. Nous avons mis en place un COCAN de manière professionnelle. Il y a deux choses qu'il faut regarder. Le cahier des charges de la CAF. C'est-à-dire que lorsque nous avons accepté d'organiser cette coupe, que la CAF était d'accord, il a dit vous devez faire remplir telle condition. Ce cahier de charges, nous l'avons rempli en ce qui concerne les capacités d'hébergement. En revanche, nous ne pouvons pas savoir a priori combien de touristes vont venir et combien de demandeurs de chambres on va avoir. Ce que nous savons, c'est qu'à une date récente encore, mais il y a plusieurs hôtels qui sont en construction. Ça se voit un peu à Libreville, là. Il y a plusieurs hôtels ou motels qui sont en construction. À une date récente, les chiffres d'il y a 3 mois, 5 mois, nous n'étions pas encore à 2000 chambres. Maintenant, peut-être que ce chiffre va être rempli. Et d'ailleurs, j'invite les privés gabonais qui en ont les moyens, qui en ont la capacité,
à investir dans l'hôtellerie, à construire qui est un hôtel même de 10 chambres. Même de 15 chambres, c'est facile à gérer parce que des grands hôtels de 100 chambres, c'est beaucoup plus compliqué. Mais 10 chambres, 12 chambres, 15 chambres, c'est facile. Le coefficient de remplissage est bas. Même avec 5-6 chambres, vous pouvez équilibrer vos charges. Oui, il y a effectivement des privés qui construisent des hôtels en ce moment, mais qui ont des problèmes avec les voies d'accès, Monsieur le Premier ministre. Oui, ben, nous allons regarder, il faut les aider, c'est privé. Si un privé met de l'argent, l'État a l'obligation de l'encourager, de l'encadrer, n'est-ce pas? Donc ces privés-là se fassent connaître, hein, disent que si nous pouvons donner un coup de main, mais nous allons le faire avec beaucoup de bon cœur. Au contraire, je voudrais encourager ceux-là, qu'il y a déjà très peu de privés gabonais qui se lancent dans les affaires. Et là, c'est notre volet, c'est notre objectif du président Ali Bongo, une belle émergence. Nous avons parlé de la fonction publique tout à l'heure, mais il n'y a pas que la fonction publique. Nous sommes déjà à 78 000 agents, on pourrait même arriver à 100 000, mais même si on arrive à 100 000 agents, on ne pourra toujours pas aller plus loin. Mais il y a le secteur privé qui est là, qui offre des possibilités énormes, qui est pratiquement sous-exploité. On en reparlera, Monsieur le Président. Mathieu, Monsieur le Premier ministre, un autre volet, autre impact attendu par rapport à cette CAN, l'impact au plan médiatique. Et là, c'est des questions un peu internes. Les médias d'État, les 2 chaînes de télévision pour l'instant, la première et la 2, l'ensemble du territoire. Il y a un problème de couverture médiatique. Les 2 chaînes de télévision ne sont pas effectivement dotées du matériel nécessaire pour essayer de faire vivre aux Gabonais cette belle fête qui va démarrer le 12 février. Permettez, Monsieur le Premier ministre, le 21 février. Nous prêchons un peu pour notre chapelle, vous comprendrez. C'est normal. Merci. C'est normal. Alors, il y a les élections. Oui. Il y a aussi les élections. Pour ne pas oublier, voilà. sur cette question, notamment pour la CAN. C'est une situation qui est vraie, que nous connaissons et que nous traitons. Dans le cadre du COCAN, les mesures vont être prises et sont même en train d'être prises pour permettre une couverture globale du pays en radio et télévision. Ça se fait dans les choses lourdes telles que la fibre optique, que la couverture, etc. Il y a à ce niveau-là de quoi être rassuré. Il y aura un gros travail. Il y a un gros travail qui va se faire. Le chef de l'État, le président, avait insisté pour que chaque Gabonais ou qui se trouve puisse effectivement regarder la CAN dans des conditions tout à fait confortables. Et c'est pour cela qu'il a donné des instructions fermes et des moyens au COCAN pour le faire. Bien. Monsieur le Premier ministre, on va laisser la CAN qui était... Non, mais il y avait un autre volet de votre question, Monsieur Romdo. Vous avez parlé de l'aspect grands travaux, mais vous avez commencé par parler de la rentabilité des investissements réalisés. Voilà. Eh bien, vous avez raison. Ce sont des investissements lourds. Mais la rentabilité, elle est à long terme et multidimensionnelle. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de stades. Il n'y a plus assez de stades au Gabon pour que les enfants jouent. Il n'y avait plus. Aujourd'hui, nous avons la possibilité, et la possibilité est offerte aux jeunes de jouer dans les stades d'entraînement. Il y en a un peu partout, en Zéraillon, elle est connue. Et le football, aujourd'hui, est devenu pratiquement une industrie. Une industrie. Nous sommes confiants, parce que les Gabonais ont du talent. Dans les infrastructures par l'État, certainement que les jeunes qui sont nés ou qui vont naître vont s'entraîner et devenir de grands footballeurs qui vont porter haut le long du Gabon, les professionnels. Peut-être que dans 10 ans, on aura un championnat professionnel ou 15 ans au Gabon. Ça fera des rentrées. Donc ce sont des investissements à long terme. Ce n'est pas du tout de l'argent gaspillé. J'insiste dessus parce que j'ai entendu, j'ai lu ça dans certains papiers. Non, ce sont des investissements à long terme. Un peu trop d'argent, mais un peu trop d'argent. Voilà. Et qui vont nous rapporter. Et c'est pour ça que nous insistons sur la qualité et la solidité de ces infrastructures-là. Pour que ce ne soient pas des infrastructures qui soient devenues obsolètes dans 5 ans. Et pour cela, nous veillons à la qualité, au respect des normes. Il n'y a pas une norme gabonaise. Nous utilisons les normes internationales. Ce qui est fait au Gabon, c'est ce qui doit être fait aux États-Unis, en Europe, en Asie, partout. Nous veillons sur la qualité pour que ces investissements-là
pour lesquels le peuple gabonais a consenti de gros efforts sous forme d'impôts, mais qui restent le plus longtemps possible. D'accord. Monsieur le Premier ministre, on va aborder les autres chantiers, les chantiers plus importants, parmi les chantiers aussi. La pelouse. Voilà, important. On a parlé de la CAN, mais en rapport avec la CAN, la route. On va commencer par les échangeurs à Libreville, parce que c'est tout près du stade d'Angondje. Alors, on veut savoir un peu qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui a été convenu entre les entreprises qui exécutent les travaux et l'État. Est-ce que les échangeurs font partie des ouvrages qui vont être livrés avant ou après la CAN pour permettre vraiment une fluidité de la circulation au niveau de Libreville? Les Gabonais veulent en savoir. Mais la réponse est simple. Les échangeurs doivent être livrés avant la CAN. Normalement, ils auraient dû être livrés fin novembre. Mais je vous ai dit tout à l'heure que maintenant, nous ne voulons plus du travail bâclé. Parce que nous dépensons beaucoup d'argent là-dessus. Dans ce qui a été fait, nos agents ont constaté qu'il y avait des malfaçons. Il y avait des malfaçons. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Continuer ou reprendre le travail? Je dis, il faut reprendre le travail et prendre un peu de retard. Et je reprends toujours mon expression, des retards utiles. Parce que ce retard va nous permettre d'avoir une infrastructure solide. Quitte à prendre 2 ou 15 jours de retard, prenons-les. Mais quand on va nous livrer l'échangeur, au 31 décembre, cet échangeur doit tenir au moins 50 ans. À l'échangeur de Zengayong, les poteaux qui avaient été faits ont été mal faits. Et d'ailleurs, l'entrepreneur, le directeur de la Soko, l'a reconnu. Il les a recassés. Naturellement, en recassant, on prend du retard. Mais les échangeurs seront bien livrés le 31 décembre. Avant la CAN. Bien. Alors, par rapport aux échangeurs, Monsieur le Premier ministre, on a dit le linéaire qui part du port d'Ovendo pour l'aéroport, en principe, au terme du projet, on doit en principe faire 20 minutes. Mais on a comme l'impression, et quand on a essayé de discuter en préparant cette émission, que ce travail risque d'être incomplet parce qu'il y a d'autres carrefours où on devrait en principe implanter des échangeurs. Si on part d'Ovendo, il y a le passage à niveau au niveau des rails, il y a le carrefour d'Alenakiri, il y a l'entrée du lycée technique Omar Bongo, il y a le carrefour Sogatol, il y a la FOPI par exemple. Alors, est-ce que d'autres échangeurs pourraient éventuellement être réalisés pour parachever effectivement le projet dans sa globalité? Un peu plus tard. Oui. Bien sûr, pas seulement des échangeurs, mais d'autoroutes. C'est un problème important que vous posez. Nous n'allons pas nous contenter de la voie express et la voie du bord de mer. Mais dans 5 ans, on sera totalement asphyxié. Il faut penser déjà à faire une autre rocade. Parce que je vous dis que la ville est grande, la ville arrive pratiquement au PK 27. Bikele, tout ça, c'est la ville, ça. Il faut penser déjà à créer d'autres routes, d'autres rocades. Et pourquoi pas faire une autre route en bordure de mer, même sur la mer. Il faudrait penser, mais avant d'arriver à là, ça c'est des grands projets. La question que vous posez est juste. Même avec ces échangeurs, il y a encore des goulots d'étranglement. Et en rapport avec cela, le président Ali Bongo Ondimba, il y a un mois, en conseil des ministres, lorsque nous avions abordé ce problème, nous avons décidé que les ministres concernés, notamment le ministre de l'équipement, les routes, le ministre des Transports, nous proposent très rapidement un plan pour fluidifier la circulation. Même sans faire d'ouvrage, mais on peut fluidifier, on peut rendre certaines routes interdites, on peut barrer certaines... Nous avons commencé à le faire et ça marche très bien. Si vous regardez bien, en face de la cathédrale Sainte-Marie, avant pour aller au Port-Molle, on venait et on tournait et ça faisait des embouteillages. Nous avons fermé cette partie-là et pour aller au Port-Molle, quand vous venez de la présidence, vous tournez par Jean Lébory. Et ça a fluidifié le travail. La même chose va être faite à la gare routière. Nous avions décidé, seulement à la gare routière, il y a quelques compatriotes un peu indisciplinés qui ont déplacé les structures, les blocs. Nous allons le faire. Donc, il y a, avant d'arriver à cette commune, de manière pragmatique, pratique et pragmatique, quelque chose à faire. Et nous allons le faire. L'étude est très avancée. Et nous allons la mettre en route d'ici à la fin de l'année. Mathieu, encore quelques petites minutes, c'est important le projet concernant les routes, oui. au plan global, l'ensemble du territoire. On note quand même un léger mieux du côté sur le flanc sud,
Lambaréné, Fougamau, Mouila, et on continue à mettre à l'actif du gouvernement. Par contre, aujourd'hui, il y a quand même quelques points noirs et c'est parfois regrettable. Vous voulez parler de Ntoum Kango? On veut parler de Ntoum Kango, on veut parler de la route de Coco Beach, on veut parler du tronçon Djolé-Medouman, on veut même parler d'ici à côté de la route Libreville de Cap. Monsieur le Premier ministre, deux fois deux voies. Qu'est-ce qui se passe surtout par exemple le cas de Medouman, Djolé-Medouman, on a comme l'impression que c'est une partie quand même. J'ai des informations à vous communiquer sur chacun de ces axes. On parle d'une malédiction sur la route de je pense qu'elle est levée maintenant. À Djolé-Medouman, la malédiction est levée maintenant. Oui, il y avait un gros problème sur la route de Djolé-Medouman. Lorsque l'étude a été faite, ceux qui ont fait l'étude n'ont pas vu qu'il y avait une grosse roche particulièrement dure. Et qui pose problème pour la casser. Alors pendant plusieurs temps, quand la société Dragage a découvert cela, bon, ben, on l'a cherché, la faute à qui, etc. En tout cas par l'État gabonais. C'est pas nous qui avons fait l'étude. C'est pas nous qui avons, c'est l'AFD qui a financé l'étude. Donc après, bon, bien sûr, quelques discussions, le monde des discussions, bon, on est tombé d'accord. L'AFD prend en charge ces travaux-là. Et la société, si vous y repartez, vous verrez que le Dragage a recommencé à travailler. Voilà, c'était ça. C'était le temps de savoir qui est responsable de cette situation-là. Mais les travaux ont recommencé sur une Djolé-Medouman. Ils vont durer combien de temps, Monsieur le Premier ministre? Le cahier des charges, naturellement, la durée sera maintenant naturellement un peu allongée à cause des 6 mois qu'on a passé à rechercher les coupables. Voilà. Bien. Alors sur le tronçon Libreville-Kango, on a l'impression que c'est vraiment le but décisif, apparemment. Il faut recommencer chaque fois. C'est douloureux. Oui. C'est douloureux. Alors nous avons décidé de travailler en 2 temps. Dans l'immédiat, nous avons commis la société Sokoba, qui est sur le terrain en ce moment, pour parer au plus pressé, pointe-à-temps et enlever tout le mauvais béton qui est là, racler et recharger en latérite. Ça c'est pour que les gens puissent circuler de manière un peu plus convenable parce que ça devient assez tortueux et ça provoque des accidents de circulation. Alors nous ne voulons pas qu'il y ait des pertes en vie humaine. La société Sokoba, si vous allez là, c'est pas si vous êtes revenu de là, vous allez trouver Sokoba sur le terrain. Pour ça, c'est parer au plus pressé, mais d'une manière plus lourde. Vous le savez, nous avons un grand projet qui part du PK12. Non, mais qui part même du PK0 maintenant, parce qu'avant c'était PK12, et PK0, PK15 par la balle. Nous avons décidé. Le chef de l'État a dit on va faire ça de manière endogène. Et nous avons donc décidé de financer nous-mêmes cette route du bord de mer à Bifoun. Une route qui va être faite. D'autant plus que l'aéroport international, le nouvel aéroport sera indemne. Donc nous faisons cette route-là de manière durable, par tranche et par tronçon. Bien. Le premier tronçon a commencé du PK12 au PK32 et maintenant les autres tronçons vont se poursuivre. Et là, ce sera une vraie route solide, en structure lourde, c'est-à-dire en structure de 55 cm. Nous avons retenu que pour toutes les routes nationales, la structure doit être une structure de 55 cm. La route qui a été faite, c'est une route où on a mis la latérite, puis on a posé le bitume, il n'est pas solide. Mais la route qui va se faire, regardez ce qui se fait déjà du PK12 au PK15, c'est la même structure de route qui va aller, et c'est une norme que nous avons adoptée. Plus de route en dessous de 55 cm de structure de route, avec tout ce grave concassé, latérite, béton bitumineux, etc. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous arrêter, parce qu'apparemment, quand vous revenez des Bifounes pour Libreville, il y a un autre travail qui se fait à ce niveau-là où on est en train de décaper, changer le bitume. Oui. On ne comprend pas trop que cette partie qui est encore un peu solide doit être consolidée alors qu'il y a des parties franchement qui sont complètement en décrépitude. Non, précisément, M. Charles, c'est ce qu'il faut faire. La route a une durée de vie. Cette route de ce côté, si la route Libreville-Ntoum s'est abîmée, c'est parce que la durée de vie a été longtemps dépassée. C'est une route des années 80. Elle était faite pour 15 ans. Nous sommes à 31 ans. Donc elle ne peut plus tenir. Bien. Celle dont vous parlez, pour qu'elle ne subisse pas le même sort que Ntoum-Libreville, eh bien, il vaut mieux l'entretenir maintenant. En apparence, vous avez l'impression que le bitume est là, mais en profondeur, il y a déjà une perte. Ils savent très bien que c'est devenu poreux en bas, et si on continue, ça va s'enfoncer et on va perdre la route. Donc il vaut mieux entretenir, intervenir dès maintenant. Bien. Monsieur le Premier ministre,
Coco Beach. À Coco Beach, le Cap Esterias. Coco Beach, nous avons commencé ce travail qui a connu quelques perturbations parce que c'était sur financement extérieur. Et nous avons décidé de le faire maintenant sur nos ressources propres. Prenez le budget 2012 cette année, vous verrez qu'il y a 3 milliards 600 millions de francs inscrits pour l'année 2012. Nous allons faire tranche par tranche. Si vous prenez le budget de 2012, vous pouvez aller lire, c'est une loi, donc ce n'est pas un secret. Vous verrez que Ntoum Coco Beach, c'est 3 milliards 6 pour 2012. Et l'année prochaine, on fera la même chose. Et surtout, au bout de 3 ans, on pense avoir bouclé Ntoum Coco Beach. C'est ce qu'on aurait dû faire dès le départ. Bien. Maintenant, ce qui concerne le Cap Esterias, c'est une grande zone d'avenir. Là aussi, nous avons mis 6 milliards et demi pour Libreville, le Cap Esterias. 6 milliards et demi pour 2012. Donc, 6 milliards et demi, aux alentours de 700 millions de francs le kilomètre, ça nous fait une dizaine de kilomètres que nous allons faire, et ainsi de suite. Donc, nous avons décidé de faire ça tranche par tranche. D'ici 3 ans, on aura bouclé. Bien. Mais Monsieur le Premier ministre, c'est un éternel recommencement, la route du Cap Esterias. Mais oui, parce qu'elle était... Ont déjà été, on avait déjà trouvé les financements. Non, parce que c'est la même chose. La route n'a pas été bien construite. Et il y a dessus des poids lourds. Ajoutez à cela que ceux qui transportent le sable ne respectent pas le poids à l'essieu. Ouais. Hein, ils mettent des tonnages exagérément lourds. Et la route ne peut plus soutenir cela. Au départ, elle est mal construite. Telle qu'elle a été construite, c'est une route qu'on fait dans une propriété privée. Ce n'est pas pour supporter une telle... Maintenant, celle qu'on va faire, ce sera une route en structure lourde. Et comme je vous l'ai dit, ce sera une route avec une structure de 55 cm d'épaisseur. Toujours 2 fois 2 voies. Celle est faite en 1 fois 2 voies. Voilà. Bien. Mathieu, juste pour conclure, j'ai peut-être une dernière question. Oui, la configuration globale de la route au Gabon d'ici 2025. Le linéaire. Est-ce que vous pensez combien de linéaires boucler vraiment, sinon essayer de faire le maximum d'ici 2025? Nous avons dans le programme de politique générale que j'ai soumis au peuple gabonais, nous avons pensé faire 2000 km de route bitumée au cours du mandat. Nous pensons que nous pouvons toujours maintenir ce chiffre. Le vrai problème qui se pose, il se pose en partie double. Il y a d'abord le prix de la route, le prix du kilomètre, qui est énorme. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on est aux alentours de 700, mais ça c'est le plancher. Il y a des routes qui vont jusqu'à 1 milliard de kilomètres avec les ouvrages là. Il est évident qu'à ce niveau de prix, on ne peut pas aller bien loin. Nous avons donc intérêt à étudier, à disséquer le prix de la route et à retenir un prix qui garantisse toute la qualité, premièrement. Deuxièmement, il va falloir changer de technique de construction de route. Si vous observez, les entreprises habituellement commises à ça construisent des routes uniquement de journée, jamais la nuit. Mais si vous allez en Asie, si vous allez dans d'autres pays, on construit de jour et de nuit. C'est pour cela que les Chinois construisent la route Libreville-Mouila à la nuit. Ben oui, et on va plus vite. Donc, nous sommes en train de regarder avec des ingénieurs comment faire pour mettre dans le cahier des charges une construction ininterrompue de la route, jour et nuit. Quels sont les postes qu'on peut faire le jour, quels sont les postes qu'on peut faire la nuit? Parce que nous n'avons pas le temps avec nous. Il faut aller beaucoup plus vite. Il faut aller beaucoup plus vite. Troisième chose, nous devons former au Gabon des techniciens de la route. C'est pour ça que nous avons réouvert l'école des travaux publics de Fougamou et que nous devons mettre en place d'autres écoles pour former des Gabonais et des Gabonais. Aujourd'hui, on a même du mal à recruter un conducteur de bulle, un conducteur de niveleuse, un conducteur de qui soit Gabonais. Il faut les former. Naturellement, comme il n'y en a pas, on les importe, on les recrute à l'extérieur et ça coûte de l'argent. Or, il y a des poches de travail qui sont là-dedans. Les BTP, bon an, mal an, ont toujours entre 150 et 200 milliards au niveau du budget de l'État. Ça veut dire qu'il y a du travail, il y a de l'argent là-dedans. Nous devons donc former, avoir des ouvriers parfaitement formés, nationaux, ça coûtera moins cher. Y a-t-il un plan d'urgence pour ça?
par le ministre. Nous allons en mettre un pour la santé, je pense qu'on va en parler tout à l'heure. On m'a dit que quelqu'un va en parler. Mais là aussi, je pense que, comme je dis toujours, puisqu'il faut attraper le taureau par les cornes, on va réfléchir aussi à un plan d'urgence. Bien, monsieur le Premier ministre, comme vous allez le constater dans cette émission, vous aurez également quelques réactions du public. Prenons juste 2 questions avant d'arriver à la santé. Ce téléspectateur dit ceci. Que pense le gouvernement pour tous les fonctionnaires du contrôle d'État qui ne sont pas utilisés depuis 2 ans? Est-ce que vous êtes au courant, monsieur le Premier ministre? Moi, ça m'étonne. Parce que régulièrement, le contrôle d'État dépend du Premier ministre, de la primature. Régulièrement, le contrôleur général d'État, M. Magangela, que je connais personnellement, qui est l'inspecteur du Trésor, m'envoie régulièrement des ordres de mission pour aller en inspection à l'intérieur du pays. Ils font des rapports, des très bons rapports d'ailleurs. C'est permanent. Je peux dire que c'est une administration qui tourne dans des conditions même difficiles. Il faut même leur rendre hommage parce que leur bâtiment n'est pas tellement reluisant au niveau des étanchéités. Mais malgré cela, ils travaillent, ils vont régulièrement, ils font des rapports, etc. Le contrôle de l'État ne sanctionne pas. Le contrôle de l'État fait des rapports. Ils n'ont pas un pouvoir de sanction. Celui qui a un pouvoir de sanction, c'est l'administration, mettre en blébé quelqu'un ou la Cour des comptes ou le tribunal. Bon. Je note, le secrétaire général de la primature est au podium. Il a entendu. Il va demain appeler le contrôleur général de l'État pour lui poser la question. Je serais étonné que le contrôleur général de l'État soit de cet avis. Mais c'est toujours la même chose, vous savez, M. Koumba. Dans une administration comme celle-là, si 2 ou 3 fonctionnaires ne travaillent pas, ils disent qu'on ne travaille pas. Il ne dit pas que moi je ne travaille pas. Il dit on. C'est comme vous. On dit le peuple a dit ceci. C'est 2 ou 3 personnes qui parlent, mais il dit c'est le peuple qui dit ceci. Qui lui a donné le mandat de parler au nom du peuple? Personne. Lui dit que moi, Bioré, je pense que. Il dit le peuple pense que. Non, il ne faut pas se substituer au peuple. Je suis persuadé que dans cette administration du contrôle de l'État, où il y a, à mon avis, une 50aine, une 60aine de cadres, qui viennent même d'être réformés, il y a eu un décret de restructuration, là, récemment, où on a créé des services nouveaux, des directions nouvelles, il n'y a même pas 2 mois, 3 mois. Ça m'étonnerait que la majorité, j'ai dit, des fonctionnaires qui sont là-bas, soient d'accord pour dire qu'ils ne travaillent pas. Ça m'étonnerait. Mais enfin, je prends l'autre. Un autre téléspectateur dit ceci. Le Premier ministre ne reconnaît pas que parmi les 1000 agents dont il a parlé, qui sont exclus de la fonction publique, il y en a qui n'ont rien fait du tout, mais qui ne sont pas intégrés, qui n'ont pas repris le travail. Et est-ce que ce serait par mobile politique ou bien par mauvaise foi? Bon, d'abord, la question, je ne la comprends pas très bien, elle n'est pas bien articulée, bien avancée. Oui, parce que nous avons parlé tout à l'heure de... Oui. Lorsqu'on a fait l'audit de la fonction publique. Bon, non, je comprends bien, mais ça dit que je ne vois pas très bien ce que veut dire c'est toujours dans le même cadre. Hein, bon, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on peut les exclure, c'est les mobiles politiques. Ça, c'est la facilité. Vous savez, c'est comme ça au Gabon aujourd'hui. Un fonctionnaire, un agent fait mal, il a mal fait. Si vous le sanctionnez, il dit, ah ouais, vous faites ça parce que c'est du tribalisme, parce que c'est du provincialisme, il va oublier qu'il est arrivé en retard, il va oublier qu'il a perdu les dossiers, il va oublier il va dire, on va faire ça parce que... Et là, c'est la politique. Non, franchement, M. Koumba, soyons sérieux. Je ne connais pas tous les cas, parce que j'en ai 1000. Je ne suis pas ce dossier quotidiennement. Je ne peux pas vous dire que tel cas c'est ceci. Je vous ai dit, grosso modo, les différents cas qui peuvent être là-dedans. Mais maintenant que la question est posée, il y a un ministre de la fonction publique. Je vais lui demander de me faire le point, je vais lui demander peut-être 15 jours, je lui dis bon, fais-moi le point sur ce dossier, sur les 1000 qui sont, fais-moi les différentes catégories de dossiers qui sont restés en suspens, et rapidement, on verra dans le rapport qu'il va me faire, quelles sont les raisons réelles. Quelles sont les raisons qui sont là. En tout cas, ce n'est pas de la politique, ce n'est pas vrai. Bien, monsieur le C'est tout à fait technique, c'est technique et administratif. Monsieur le Premier ministre, il y a d'autres techniques également que vous allez utiliser pour rendre la santé très agréable dans notre pays. Nous parlions du plan d'urgence et je pense que vous en avez prévu un dans le gouvernement.
ou plusieurs dans le gouvernement. Alors nous allons voir tout cela avec Romuald Kumba qui va parler, qui va débattre avec vous des grands chantiers en la matière. Bonsoir Mathieu, bonsoir Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Alors, un pays qui a une population malade est un pays alité, alors qu'une population en bonne santé participe à la croissance économique et qui fait partie des objectifs aujourd'hui de la nouvelle stratégie politique. En dépit donc de quelques efforts consentis par votre gouvernement, on constate encore que le système de santé gabonais est encore malade. Malade parce qu'il y a des hôpitaux publics qui aujourd'hui encore sont considérés par l'opinion comme des mouroirs parce qu'il y a un manque de médicaments, manque de personnel qualifié, manque de plateaux techniques adéquats. Il y a même des femmes qui accouchent à même le sol. L'exemple patent du CHL après la visite de la première dame, déjà le Conseil des ministres, le dernier Conseil des ministres justement a mis en place un plan d'urgence pour réagir face à cette situation. Alors, qu'est-ce que les Gabonais peuvent attendre de ce plan d'urgence aujourd'hui? Je vais d'abord dire deux choses. D'abord, ce que vous dites est vrai. Nous en sommes pleinement conscients. Nous le savons. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que ça, c'est le constat. Recherchons les causes. Pourquoi il y a cette situation? Vous êtes posé cette question? Vous êtes posé la question? On vous la pose, monsieur le Président. D'accord. Recherchons les causes. Les causes ne datent pas d'aujourd'hui. Le conseil, vous le faites aujourd'hui. Tout ce qui manque, les plateaux techniques, les lits, etc. Si vous rentrez dans les dossiers, vous verrez que les demandes de renouvellement ou d'implantation datent d'au moins 5-6 ans. 5-6 ans. Il faut demander à ceux qui géraient ce secteur il y a 5-6 ans, pourquoi ils n'ont pas changé le matériel à temps, pourquoi ils n'ont pas changé le plateau technique à temps. Il faut leur poser la question. Vous les connaissez, ils sont là. Ils sont à l'opposition. Vous les connaissez? Allez leur poser la question. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas prévu des sommes dans le budget d'investissement pour changer le plateau technique d'hôpital de Mélène, pour changer le plateau technique d'hôpital général, qui est l'hôpital de référence du Gabon, pour moderniser les maternités? Qui était ministre du plan il y a 5-6 ans? Vous le connaissez? Il faut lui poser la question. Alors il faut choisir quoi. Ça veut dire que ceux qui étaient en charge de ces dossiers-là et qui sont aujourd'hui à l'opposition. Donc ils ont mal fait, ils ont mal travaillé. Mais nous, aujourd'hui, on assume. On dit chez nous, quand vous faites une chute, il ne faut pas regarder là où vous êtes tombé. Il faut regarder ce qui vous a fait. Il faut regarder derrière. Je dis au peuple gabonais, c'est vrai. Mais les responsables de cette situation, vous les connaissez. Vous savez bien qui a été ministre de la Santé il y a 5-6 ans. Vous savez qui était ministre du Plan pour mettre l'argent à disposition il y a 5-6 ans. C'est très facile. Mais monsieur... Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, nous regardons. Ne revenons pas derrière, mais c'était important de le dire. C'était important. Qu'est-ce qu'on va faire? Même il faut les choses simples. Il faut arranger. Il faut corriger. Il faut changer. Et c'est ce qu'on va faire. Et c'est pour cela que, à la suite des instructions du chef de l'État, le gouvernement lui a proposé, ce qu'il a adopté, nous l'en remercions, un plan d'urgence, dernièrement au Conseil des ministres du 1er décembre. Alors, qu'est-ce que les Gabonais peuvent attendre? Alors, exactement? il y a d'abord des actions immédiates. Immédiates, c'est-à-dire d'ici au 15 décembre. À court terme. Je vous dis même immédiat, ça c'est même pas le court terme. Le court terme, c'est après. D'ici le 15 décembre, nous avons retenu d'affecter à l'hôpital général de Libreville, à l'hôpital de Mélène et dans les centres périphériques, ainsi qu'à l'hôpital égypto-gabonais et chino-gabonais d'Akébé, un ensemble d'équipements d'une valeur de 1,150 milliard. Cet argent est disponible dans la loi de finances rectificative. Et du reste, demain, il est prévu que j'aille avec le ministre de la Santé visiter l'hôpital général, l'hôpital sino-égypto-gabonais et chino-gabonais et l'hôpital de Mélène pour remettre une première partie de ces équipements, notamment des lits, notamment des matelas, notamment des climatiseurs,
notamment du matériel des sanitaires et d'autres matériels techniques, je dirais de première nécessité, comme les potences, comme d'autres matériels. Ça, c'est dans l'immédiat. Et protéger les mamans, on doit mettre dans les fenêtres des grilles contre les moustiques, etc. Dans l'immédiat, d'ici au 15. Du 15 à fin février 2012, il va y avoir des actions beaucoup plus lourdes. Beaucoup plus lourdes. Dans le même temps, ça dépend qu'on parle au plus pressé. Il est clair que ce n'est pas 1,150 milliard francs, ce n'est pas avec 1,150 millions qu'on va résoudre, mais c'est pour parler au plus pressé. À côté de ça, le président de la République a inclus dans le plan d'urgence du gouvernement, a enrichi le plan d'urgence du gouvernement par la construction d'un hôpital mobile, d'une maternité mobile